Dans une maison délabrée de Seattle, un garçon maigre gratte un balai comme s'il était une guitare. Ses doigts dansent sur le manche imaginaire, arrachant des notes que personne n'entend encore. Mais dans ses gestes frénétiques, il y a déjà une tempête, une urgence, une âme qui hurle pour être libre. Ce garçon, c'est James Marshall Hendrix, celui qui deviendra Jimmy, le dieu de la guitare, le pionnier qui fera plier le rock sous ses cordes. Sa musique ne jouait pas seulement, elle pleurait, saignait, portait le poids d'une vie vécue trop vite, trop fort. Derrière chaque riff enflammé, il y avait un enfant abandonné, un jeune homme perdu, un génie consumé par ses démons. Voici son histoire, celle d'un homme qui a transformé la douleur en lumière, jusqu'à ce que l'obscurité l'emporte, à l'âge tragique de 27 ans. James voit le jour le 27 novembre 1942, dans un hôpital de Seattle, sous un ciel gris d'automne. La guerre fait rage, et son père, Al Hendrix, est loin, enfermé dans une caserne d'Alabama, où un télégramme froid lui annonce la naissance de son fils. Sa mère, Lucille Jeté, à peine 17 ans, est seule, sans argent, perdue dans une ville qui ne pardonne pas aux jeunes mères noires. Elle confie le nourrisson, prénommé Johnny Allen, à sa sœur Delore et à une voisine, Dorothy Harding. Les premières années de James sont un kaléidoscope de foyers temporaires. Il dort sur des canapés usés, mange ce que des mains étrangères lui offrent, sans jamais s'enraciner. Quand Al revient, démobilisé en 1945, il trouve un garçon de 3 ans, frêle, aux yeux immenses, vivant chez des amis en Californie. Furieux, convaincu que le prénom Johnny cache une trahison, il le renomme James Marshall, en hommage à lui-même et à son frère défunt. Seattle, après la guerre, est une ville dure pour les Hendrix. Al, un homme taiseux aux mains abîmées par le travail, lutte pour trouver des emplois. Lucille, belle et fragile, se noie dans l'alcool pour oublier les factures impayées. Leur maison devient un champ de bataille, où les cris éclatent comme des éclairs, où la vaisselle se brise en éclats. James, souvent blotti dans un placard avec son frère Léon, attend que la tempête passe. Pourquoi ils se détestent, murmure-t-il à Léon, les genoux ramenés contre sa poitrine. 3 autres enfants naissent, mais la misère les arrache au foyer. Placés en famille d'accueil, ils disparaissent de la vie de James, laissant un vide qu'il ne nommera jamais. En 1951, Al et Lucille divorcent. James, 9 ans, reste avec son père, un homme qui aime ses fils mais ne sait pas le montrer. À l'école, James est un garçon poli, timide, toujours en marge. Les autres enfants se moquent de ses vêtements rapiécés, de sa maigreur. Il se réfugie dans un monde imaginaire où un vieux balai devient une guitare. Dans la cour, il gratte le manche, imitant les stars qu'il entend à la radio. Une assistante sociale, voyant sa passion, avertit Al, « Donnez-lui une vraie guitare ou vous le briserez. » Al grogne, mais en 1957, James trouve un ukulélé cassé, à une seule corde, dans une poubelle. C'est assez. Avec cette corde unique, il apprend une dogue d'Elvis Presley, ses doigts maladroits traçant les premières notes de son destin. Le drame frappe en 1958. Lucille, ravagée par la cirrhose, s'effondre. Sa rate se rompt et elle s'éteint à 32 ans. James, 15 ans, est dévasté. Al, incapable de tendresse, lui interdit d'assister aux funérailles. À la place, il pousse un verre de whisky dans ses mains. C'est comme ça qu'on fait face, fils, dit-il, la voix rauque. James fixe le liquide ambré, puis le boit d'un trait, sentant une brûlure qu'il confond avec du courage. Cet été-là, il économise $5 pour acheter une guitare acoustique. Il la retourne pour jouer en gaucher et s'y consacre avec une ferveur obsessionnelle. Les blues de B.B. King, Muddy Waters, Robert Johnson s'échappent de la radio nocturne et James les absorbe, note par note, comme une prière. Chez sa grand-mère à Vancouver, il trouve un rare épi. Nora, une femme chaleureuse, lui raconte des histoires de leurs ancêtres Cherokees, lui parle de musique et de rêves. Mais de retour à Seattle, la réalité le rattrape. Un père distant, une maison vide, une ville où un jeune noir doit se battre pour exister. Avec son ami Sammy Drain, il improvise sous les réverbères, attirant des passants curieux. En 1959, après avoir vu Ballard en concert, James rencontre le guitariste Billy Davis, qui lui laisse essayer sa basse. Le contact des cordes électriques est une révélation. C'est vivant, murmure-t-il, les yeux brillants. Al, à contre-cœur, lui achète une Supro Ozark, sa première guitare électrique. James, viré d'un concert pour ses improvisations trop audacieuses, ne s'arrête pas. Quand la Supro est volée, Al la remplace par une Silvertone d'occasion. De ce balai cassé à une guitare usée, James construit son univers, note par note, défiant le monde. À 19 ans,
la vie lui impose un nouveau choix. Pris 2 fois en train de voler des voitures, il doit choisir la prison ou l'armée. Il signe pour Fort Campbell, Kentucky, en mai 1961. La discipline militaire l'étouffe. « Ils veulent me tuer à la tâche », écrit-il à Hal, rêvant de sa guitare. Quand sa Silvertone, surnommée Betty Jean, arrive enfin, elle devient son salut. Les autres soldats se moquent, cachent son instrument, mais un soir, ils l'entendent jouer. Le silence tombe, suivi de murmures admiratifs. En novembre 1961, un autre soldat, Billy Cox, l'écoute improviser un blues. « T'es pas d'ici, toi », dit Cox, un sourire en coin. Ensemble, ils forment les Casuals, électrisant la base avec leur session. Mais Hendrix reste un marginal, endormi au corvée, absent aux appels. Aucun intérêt pour l'armée, note son sergent. En juin 1962, il est libéré, sous conditions honorables, prétendant une blessure en parachute. La vérité importe peu. Il quitte l'uniforme, guitare en main, prêt à conquérir le monde. De retour à la vie civile, James devient Jimmy James, un musicien de session affamé. Avec $400 en poche, il erre dans les clubs du Sud, accompagnant Wilson Pickett, Sam Cooke, les Isley Brothers. À Harlem, il rejoint les upsetters de Little Richard, mais son style flamboyant agace. « Tu voles la vedette », lui lance Richard, furieux, avant de le renvoyer en 1965. Jimmy ne se décourage pas. Il absorbe chaque groove, chaque riff, mais il étouffe dans l'ombre des autres. En 1966, il s'installe à Greenwich Village, formant Jimmy James and the Blue Flam. Au Cheetah Club, ses solos gauchers, brûlants, font chuchoter les habitués. Ce type plie les notes comme du feu, murmure un spectateur. Chad Chandler, ex-bassiste des Animals, le repère. « Viens à Londres », lui dit-il. « Le monde t'attend. » En septembre 1966, Jimmy traverse l'Atlantique. Avec Noel Redding à la basse et Mitch Mitchell à la batterie, ils forment le Jimi Hendrix Experience. Leur premier single, Hey Joe, explose en 1967. Purple Haze redéfinit le rock, The Wind crie Marie révèle une âme lyrique. L'album Are You Expressed secoue l'Angleterre, puis l'Amérique. À Monterey, en juin 1967, Jimmy embrasse sa Fender Stratocaster, un acte de rébellion qui devient légendaire. « Je voulais juste qu'il sente quelque chose », confie-t-il à un ami. Mais en privé, il doute. « Suis-je encore moi ?» murmure-t-il, seul dans sa chambre d'hôtel. Axis, Bold Love et Electric Ladyland suivent, chacun repoussant les limites du son. Electric Ladyland, enregistré dans son studio new-yorkais, atteint la tête des classements. Mais les tensions s'accumulent. Redding s'agace de son autorité, Mitchell s'épuise. En 1969, l'expérience se fracture. À Woodstock, sous un ciel orageux, Jimmy réinvente The Star Spangled Banner, transformant l'hymne en un cri de guerre et de douleur. La foule rugit, mais lui, sur scène, se sent vide. « C'est tout ce que j'ai », dit-il à Billy Cox, backstage. Il forme le Band of Gypsies avec Cox et Buddy Miles, explorant un son funk brut. Leur album live, enregistré au Fillmore East, vibre d'énergie, mais les conflits juridiques et les pressions le minent. En Europe, en 1970, il s'effondre. « New York me tue », confie-t-il à Chandler. Au Danemark, il marmonne « Je suis mort depuis longtemps ». En Allemagne, il refuse de jouer sous la pluie, craignant l'électrocution. Les Hell Angels, chargés de la sécurité, déclenchent des bagarres. Jimmy, désabusé, fuit le chaos. Mais un démon plus sombre le suit, l'addiction. Dès 1962, dans un club de Clarksville, il dépense ses derniers dollars en tournée d'alcool, riant avec des inconnus. « Je me sentais généreux », dira-t-il. L'alcool devient son refuge, puis son bourreau. Il explose de colère après quelques verres, une rage qu'il cache d'ordinaire. Quand il buvait, il devenait quelqu'un d'autre, dira Herbie Washington, un ami. Le LSD, le cannabis, les amphétamines s'ajoutent. À Londres, avec Cathy Etchingham, il voit des couleurs, des visions qu'il veut capturer dans sa musique. Mais les drogues brouillent son esprit. En 1968, à Göteborg, il brise une vitre d'hôtel, ivre, se blessant la main. Arrêté. Il paie une amende. En 1969, il frappe sa compagne Carmen Borrero avec une bouteille, honteux après coup. À Toronto, des douaniers trouvent du hashish et de l'héroïne dans ses bagages. Acquitté grâce à un témoignage convaincant, un fan a glissé ça dans mon sac. Il sort du tribunal plus isolé que jamais. Sa vie personnelle s'effrite. Devant Wilson, Monica Danman, Cathy Etchingham se dispute son cœur.
Les procès s'enchaînent. Paternité, contrat, dette. Son manager, Michael Jeffrey, l'étouffe. Je ne peux plus écrire, avoue-t-il à Sharon Lawrence, les yeux cernés. Pourtant, dans son studio Electric Lady, il travaille sans relâche sur First Ray of a New Rising Sun, un double album qu'il rêve révolutionnaire. C'est ma liberté, dit-il à Cox, superposant des pistes jusqu'à l'aube. Le 16 septembre 1970, il joue une dernière fois, rejoignant War au Ronnie Scott's Jazz Club. Éteint, vacillant, il rend sa guitare quand Eric Burdon lui glisse. Reviens quand tu seras clean, frère. La nuit suivante, chez Monica Damman à Notting Hill, il partage du vin et des confidences. Je veux juste me poser, murmure-t-il, caressant sa Stratocaster noire. Vers 4 heures, il demande des somnifères. Monica lui offre du thé. À l'aube, elle le trouve inconscient, la respiration faible. Les secours arrivent trop tard. À 12h45, le 18 septembre, l'hôpital Saint-Marie-à-Beau prononce sa mort. Un poème, trouvé dans sa poche, dit « L'histoire de la vie est plus rapide qu'un clin d'œil. L'histoire de l'amour, c'est bonjour au revoir. » Monica le gardera, comme il le lui avait demandé. Le 29 septembre, son corps revient à Seattle. À l'église baptiste de Dunlap, Miles Davis, Johnny Winter et ses proches lui rendent hommage. Des voitures funéraires l'accompagnent au cimetière de Greenwood, près de la tombe de Lucille. Jimmy, à 27 ans, rejoint le Tragic Club des 27, aux côtés de Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison. Mais sa musique, elle, ne s'éteint pas. Purple Haze, Voodoo Child, All Along the Watchtower résonnent encore, comme des éclats de son âme. Il était plus qu'un guitariste. Il était un cri, une blessure, une flamme qui a brûlé trop fort. Quel moment de Jimmy vous a touché? Ces solos enflammés, ces luttes invisibles ou ce dernier poème? Partagez-le ci-dessous, car les légendes vivent dans nos mémoires.